Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour David Deveau. Bonjour José, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, dans ces deux dernières émissions où tu nous avais présenté d'ailleurs ton code agroglyphe, tu nous reviens, je dirais, encore sous le même concept, toujours dans tes travaux, là encore, David. Et donc, je dirais pour cette émission du code agroglyphe numéro 3, hein, donc saison 2 d'une porte ouverte, évidemment. Et donc, je crois savoir que pas mal de choses ont évolué depuis ces dernières émissions, David, c'est ça? Oui, tout à fait, il y a pas mal de choses qui ont évolué et des nouveaux projets en cours, tout à fait. Je te remercie d'ailleurs parce que c'est grâce à toi tout ça d'ailleurs, c'est grâce à toi. Non, honnêtement, David, c'est surtout grâce à toi, à tes travaux. Alors maintenant, je dirais, c'est vrai que tu as eu, je dirais, de la part d'internautes, hein, on peut appeler ça comme ça aussi, même si c'est sur YouTube, hein, euh, tu as eu, je dirais, un côté positif. Tu as eu, grâce à ça, je crois que des gens ont plus ou moins compris, je dirais, le concept du code agroglyphe, et même un peu plus, hein, c'est ça, David? Oui, c'est ça, notamment sur la prédiction catastrophe où on a eu des liens dont je n'avais même pas, je remercie la personne d'ailleurs parce que je n'avais même pas relevé l'information. Si je n'avais pas vu ce lien, je n'aurais pas su. C'est mouvement de troupe de CNN là, qui a été dit mot pour mot 15 jours après de ce que j'avais dit dans l'émission. Donc, quant à la guerre nucléaire, hein, tu te rappelles, il y avait des tensions à ce moment-là parce que la Corée du Nord faisait des essais nucléaires, donc c'était assez tendu. Donc, il y a eu ça, et puis il y a eu deux, trois autres réactions, notamment sur la première aussi. Oui, c'est intéressant. Il y a eu du résultat, c'est clair. Oui, alors sans se tromper, je crois pouvoir dire ici, dans ce que tu dis, David, que finalement, pardon, dans tes donc prédictions et catastrophes, donc la deuxième émission, c'est vrai que tu nous avais exposé avec ton code agroglyphe toujours, je dirais, donc selon aussi ton procédé avec l'imagerie Bing, hein, c'est ça, hein, donc une découpe de mots adaptée, comme tu nous l'as démontré d'ailleurs. Finalement, sur 5, 6 prédictions, je dirais que tu as faites, apparemment, 5 se sont révélées exactes. C'est surtout ça, en fait, David. C'est ça, hein. Oui, oui, bah, j'ai pas vraiment beaucoup de mérite dans le sens où j'explique comment tout le monde peut faire les mêmes prédictions que moi, hein, de toute manière. Donc, si tout le monde a bien compris l'émission, l'an prochain, aux nouvelles, nouvelles formes géométriques qu'il y aura dans les champs, les crop circles, c'est-à-dire, ils pourront eux-mêmes faire la même chose et je le referai aussi de toute manière. Mais oui, 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 il y a 5, 6 choses qui se sont passées. Donc, j'avais parlé aussi d'Anx aussi. J'avais parlé dans le passé, et là, je n'avais pas vu l'émission. Entre-temps, j'ai vu une émission sur le crash du MH17 qui a bien été abattu, comme ça a été dit dans Prédiction et Catastrophe, par SU-25, hein, comme on avait vu avec l'image Living. Et Oui, parce voilà, qu'à oui. l'époque, il faut savoir aussi, justement, tu parles de ce fameux avion, d'ailleurs, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui pouvait se dire plus ou moins, je dirais, c'était un peu la tangente, mais ce n'est pas officiel. Maintenant, par contre, c'est vrai que c'est officiel, hein, ça l'a été, c'est ça, hein, David. Ben, à travers ce reportage, oui, c'est ce qu'il avait l'air de dire. Et même, on pourrait dire comment il était abattu. Il a été abattu avec la mitraillette. Donc, ce n'est pas du tout un lance-roquette, ce n'est pas une bombe non plus. C'est un coup de mitraillette de 30 mm. On a retrouvé les impacts sur le lieu du crash, parce que chose étonnante par rapport à un crash, ce qui m'a très fortement surpris en regardant d'ailleurs ce reportage-là qui parle du MH17, simplement, hein, pas du tout des crop circles, ça n'a rien à voir ici. On est vraiment dans un reportage indépendant de ce que j'avais fait et beaucoup plus tard de l'émission. Hein. Et dans ce reportage-là, justement, tu apprends déjà de qu'il y a encore des pièces à l'heure actuelle. Si on y va, on trouvera encore nous deux des pièces, ce qui est assez surprenant parce que tu sais bien que de par l'habitude, ils ont l'habitude de replacer l'avion dans un hangar et de reconstituer comme un puzzle, pièce par pièce, pour en étudier les causes. Et ici, bizarrement, il n'y a pas vraiment eu ils ont rapatrié des pièces, mais non pas toutes les pièces. Et les premiers à s'être inquiétés de l'enquête ont été les Russes, paradoxalement. Tu vois, donc les premiers accusés ont été aussi les premiers à avoir fait l'enquête. C'est surprenant quand même. Étonnant, c'est vrai que, bah, après, c'est toujours dans un procédé, je dirais, d'enquête. C'est vrai que, comme tu viens de le souligner ici, c'est vrai que
des choses plus ou moins étonnantes. Mais bon, enfin, pour en revenir à à prédiction et catastrophe, bon, finalement, oui, c'est vrai que tu as eu quand même plus ou moins raison dans tes prédictions. Alors, toujours dans ton exposé évidente du code agroglyphe, David, aujourd'hui, tu vas nous emmener où j'aimerais savoir. Finalement, est-ce que tu vas reprendre la première émission, c'est-à-dire les symbolismes et les crop circles, ou bien encore finalement la deuxième, mais pour cela, il faut que, comme tu viens de le dire en amont, il faut qu'il y ait des crop circles qui se réalisent, c'est vrai. Donc, j'imagine peut-être un mix des deux, ou bien tu vas revenir sur la première, ou peut-être, je dirais, encore une avancée majeure, là encore, dans ce fameux code, David. C'est un peu une avancée majeure aussi dans le code, de toute manière, mais plus dans l'idée de la première, qui était le symbolisme et les vieux symboles. Ici, on va tomber sur de très très vieux symboles qui remontent aux origines, je dirais même, peut-être même de l'univers. Et en tout cas, en lien avec d'anciennes civilisations, voire des civilisations qui nous ont précédés, qui auraient laissé des symboles aux civilisations futures. Oui, donc tu t'attaques aujourd'hui, je dirais, peut-être à des symboles plus vieux, c'est ce que tu laisses entendre, David, là, au démarrage de cette émission, plus vieux que, je dirais, que l'humanité, donc des symboles, on pourrait même dire antédiluviens. Ça se dit aussi, ça, David? C'est ça. C'est ça? C'est parfait. D'accord. Alors, David, tu vas nous exposer ici, donc tu nous as parlé de symboles dans la première émission, tu vas y revenir comme tu l'as dit ici. Et c'est vrai que donc les symboles, avec leur symbolisme évidemment, tout les symbolismes pardon, qui leur sont associés, et je dirais toujours associé, ça marche de pair, associé avec un crop circle qui était aperçu à travers le monde. Hein. C'est ça, David. Hein. Donc, quel est le premier symbole ici que tu vas nous exposer? Donc, on va parler de la fleur de vie. Tu vas voir, c'est un symbole qui est d'ailleurs très, très intéressant, qui est apparu, une fois n'est pas coutume, en Angleterre, pour ne pas changer. Donc, il est apparu dans le Wiltshire, en Angleterre, en juillet 2015. Des crop circles, parce qu'il y en a eu plusieurs. Hein, c'est pour ça, cette fois-ci, je parle de crop circles qui ont été répétés plusieurs fois et qui ont le même symbole. Donc, ce pictogramme a fait son apparition dans un champ de Knockdown, dans le Wiltshire, à quelques kilomètres d'Avebury Stone Circle. J'en avais parlé dans le volet de la première émission. Avebury est la ville représentative du plus vieux crumble. Donc, crumble, c'est des grands cercles. C'est le plus grand cercle mégalithique d'Angleterre, en fait. La formation qu'on vient de voir fait 20 à 25 mètres et trace une fleur à 6 pétales, quasiment fleur de vie ou graine de vie, symbole connu depuis l'Antiquité. Il y a eu un autre, un mandala, qui est aussi un schéma de la fleur de vie qui a été représenté devant Milky en 2012 et un autre, crop circle, qui est apparu le 18 juillet 2017, plus en forme de cube et d'étoile, mais sous la forme de la fleur de vie aussi. On va voir pourquoi je le dis un peu plus tard. Oui, mais en même temps, je te laisse continuer ton exposé, David, mais c'est vrai que je crois savoir, finalement, c'est pas un secret. La fleur de vie est quelque chose, je dirais, et surtout une parabole. On peut le voir aussi comme une parabole, parce que je crois savoir, ce que tu vas nous dire plus loin, David, je connais un peu la fleur de vie. Donc, et c'est vrai que c'est une parabole à prendre dans plusieurs sens, mais ce qui permet aussi de créer la vie aussi, on pourrait dire aussi dans un multivers, dans d'autres dimensions. C'est ça aussi, ce symbole-là. C'est important de le dire ici. Hein. C'est un symbole extrêmement puissant. Et ce que tu dis aussi, et tu vas dire, qui fait partie des symboles les plus vieux au monde retrouvés. On dit même que certains chercheurs disent qu'il était justement, comme j'ai dit plus ou moins tout à l'heure, c'est un symbole qui aurait pu être même créé avant, je dirais, l'humanité, ce qui est quand même important pour le dire quand même. C'est vrai, hein, David, ça, non? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les traces les plus vieilles où on l'a retrouvé, c'est chez les Sumériens. Donc, voilà. Là où les maths et la géométrie et la spiritualité se rencontrent. La forme de la fleur de vie contient une forme secrète, hein, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, en tant que fruit de vie, qui est constitué de 13 sphères, qui constituent plusieurs lois mathématiques et géométriques, qui constituent tout l'univers. Ces lois représentent tout l'univers, donnent la fleur de vie. Donner la fleur de vie à quelqu'un en pendentif, c'est comme lui donner tout l'univers tout entier en un seul bijou. Donc, si tu veux faire un cadeau intéressant à une personne qui veut la fleur de vie, c'est un
cadeau qui apporte beaucoup de choses. La fleur de vie peut être trouvée dans toutes les religions les plus importantes au monde. En Égypte, par exemple, elle est la source de la religion monothéiste. La fleur de vie peut être trouvée dans l'ancien temple d'Abydos. En Israël, elle peut être trouvée aussi dans les anciennes synagogues, dans la Galilée, dans le Masada et même chez les Sumériens, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Les gens rapportent des changements physiques et psychiques après avoir porté ce pendentif. Donc, quand tu portes le pendentif, tu ressens même les effets positifs de la fleur de vie. Donc, les battements cardiaques qui sont plus rapides, des rêves prophétiques, la fin des illusions, on ne croit plus au gouvernement et tout ça, j'imagine, voir la réalité telle qu'elle est et se libérer de nos vieilles peurs. La fleur de vie est une des formes géométriques les plus sacrées. Un secret visible depuis toujours, mais jamais expliqué, comme par hasard. Pour mieux comprendre sa composition, on va revenir à l'élément principal qui la compose, qui est le cercle. D'abord, on va créer un cercle, un seul cercle. Maintenant qu'on a ce cercle, imaginons un deuxième cercle. Alors, pour dessiner le deuxième cercle, on va prendre le centre du premier cercle, reporter jusqu'à l'extrémité du cercle et ce sera la circonférence du cercle. Là, tu vois, donc ça fait un cercle dans un autre cercle et l'intersection des deux, tu auras une vésica piscis. Donc, on a déjà une donnée très importante et pas mal de formes géométriques. Quand tu traces, quand tu prends sur une feuille de papier et que tu traces des médianes et des lignes droites et des choses comme ça, tu vas avoir déjà pas mal de formes qui se développent de ces deux cercles. Et déjà, sur un cercle, tu peux déjà faire pas mal de formes. Tu peux faire un carré, tu peux faire un triangle, tu peux faire pas mal de formes. Donc, c'est de là que vient l'appellation de la créativité qu'a cette fleur de vie, d'ailleurs, parce qu'elle a toutes les propriétés physiques pour développer l'univers, que ce soit la division cellulaire, une cellule, deux cellules, la multiplication cellulaire est expliquée aussi dedans, et toute forme de vie, toute structure moléculaire s'y retrouve. La musique aussi. Ce qui est marrant avec la musique, c'est que la distance entre les sphères sont identiques aux distances entre ton et demi-ton. Elle est aussi identique à la structure cellulaire de la troisième division embryonnaire. La première cellule se divise en deux cellules et la quatrième en 8 et ainsi de suite. Ainsi, la même structure, alors qu'elle se développe un peu plus, crée le corps humain et tous les systèmes d'énergie, y compris ceux utilisés par le Merkaba. J'ai expliqué un peu plus bas ce qu'est le Merkaba. C'est surtout important pour les Égyptiens, on va le voir. Si on continue à créer de plus en plus de cercles, on termine avec la structure appelée fleur de vie. Oui, alors pardon. Donc là, tu es en train de nous parler, je dirais, d'un démultiplicateur. L'atome, tu nous parles du Big Bang quelque part aussi dans ce symbole, David-là. C'est ça? Absolument, absolument. Absolument. Enfin, on peut le comprendre comme ça, du moins. Enfin, moi, c'est tout de suite le lien que j'en ai fait aussi, effectivement. En dessinant le symbole, n'importe qui peut découvrir le modèle plus important et sacré de l'univers. C'est vrai que quand tu le dessines, tu appréhendes mieux le symbole dans toute sa puissance et dans tout ce qu'il représente. C'est la source de tout ce qui existe. C'est ce qu'on nomme fruit de vie. Il contient 13 systèmes d'information différents. Chacun explique un autre aspect de la réalité. Ainsi, ces systèmes sont capables de nous donner accès à tout, que ce soit en relation avec le corps humain jusqu'aux galaxies. Dans le premier système, par exemple, il est possible de créer n'importe quelle structure moléculaire et n'importe quelle structure cellulaire qui existe dans l'univers. Donc, tu vois, il y a vraiment toutes les formules de l'univers dans cette fleur de vie. En d'autres termes, n'importe quelle création vivante. Donc là, je vais expliquer ce qu'est le cube de Métatron. Le cube de Métatron peut être dessiné dans la fleur de vie. On va voir que c'est un symbole aussi important. Donc, le symbole de Métatron nous montre que toutes les choses, toutes figures mathématiques proviennent d'une seule et même source de création. Cet ensemble de structures, volume, forme, un tout intimement lié, entrelacé, interconnecté de façon permanente. Donc, tout est vraiment interconnecté de façon permanente et interdépendante les unes des autres. En effet, à l'intérieur du cube Métatron, on trouve les 5 formes tridimensionnelles des solides de Platon. Le tétraèdre, 4 faces, le cube, 6 faces,
l'octaèdre 9 faces, le dédocaèdre 12 faces et l'isocaèdre 20 faces. Ces 5 formes et toutes leurs combinaisons recréent toutes les structures possibles de l'univers, comme la division cellulaire embryonnaire des créatures vivantes. Ces 5 volumes représentent aussi les 5 éléments alchimiques de la création. Le tétraèdre représente le feu, le cube, la terre, l'octaèdre, l'air, le dédocaèdre, l'éther, et l'isocaèdre, l'eau. Tout à l'heure, j'ai parlé du Markeba. Donc, le Markeba vient d'une langue ancienne. Il a ensuite passé à l'Égypte ancien, puis à l'hébreu, puis à l'arabe. Donc, en égyptien, c'est Maat. C'est un hiéroglyphe en égyptien qui traduit la vérité. Donc, ça veut dire vérité. Selon la légende, Maat est le père du symbole de la clarté de l'esprit qui signifie de l'intégrité, la sincérité pour soi-même. En arabe, ce mot a un sens pour le bateau, c'est-à-dire le véhicule. Donc, c'est la marque d'Isis pour les Égyptiens actuels. Ils l'appellent encore Merkaba. En hébreu, il a 2 significations. Il désigne à la fois le chariot et le trône de Dieu. Le chariot, ou Merkaba, c'est le véhicule de lumière capable de nous conduire dans les autres réalités, les autres espaces-temps, afin d'arriver un jour au trône de Dieu, c'est-à-dire la maison du Père. Il nous permet aussi de devenir créateurs de notre réalité dans le monde physique. Le Merkaba est un champ d'énergie cristallin constitué de géométrie sacrée qui aligne, rassemble le cœur et l'esprit et le corps. Ce champ d'énergie, ainsi créé à partir d'une géométrie sacrée, se déploie autour du corps d'un diamètre de 17 mètres environ. Ces champs d'énergie géométrique tournent normalement autour de notre corps pratiquement à la vitesse de la lumière, mais pour la plupart d'entre nous, ces champs électromagnétiques ont ralenti ou se sont endormis, voire arrêtés dû à un manque d'utilisation. Le corps de lumière activé ressemble beaucoup à une structure d'une galaxie. Oui, donc David, alors donc le crop circle, on le voit ici. Donc il a apparu quand, dans quelle ville toi qui t'attaches beaucoup, je dirais, aux chiffres et à la numérologie, pardon, et aussi le lieu dit. Alors ça vient d'où tout ça en fait? Il a comment je veux dire, la fleur de vie est apparue où exactement maintenant? Donc il y en a un qui est apparu le 18 juillet de cette année. 18 juillet déjà en numérologie justement un chiffre important parce que ça nous fait le 9. Et il est apparu en Angleterre, hein, comme d'habitude. Il y a un autre qui est apparu représentant aussi la fleur de vie, un mandala plutôt. Un mandala, c'est plutôt un schéma de la fleur de vie, c'est pas la fleur de vie complète, hein, mais qui peut être aussi considérée comme fleur de vie. Qui est apparu à Milkil. Milkil, on en a déjà parlé beaucoup, hein, Milkil, tu sais bien, c'est la fameuse colline avec le cheval. En 2012, il y a un troisième qui est apparu en 2015, toujours en Angleterre, dans le Wiltshire. Et là, on a un peu plus de détails sur celui-ci. C'est dans la ferme de Knoll Down. La formation était à quelques kilomètres d'Arbury Stone Circle, donc la fameuse ville où chaque année, il y a un nombre invraisemblable de crop circles qui apparaît, comme tu le sais bien. Donc voilà, pour les apparitions, il y en a à peu près 3. J'en ai trouvé d'autres, mais uniquement les photos et pas les informations qui vont avec. Ça devient de plus en plus difficile de trouver des informations. Souvent, les photos sont prises, sont relayées, sont mises sur des blogs et pas forcément avec les informations quant à l'apparition de ceux-ci. Souvent, c'est simplement un descriptif. L'idée qu'avait la personne qui a créé le blog, mais pas spécialement l'apparition ou quoi. Donc, pas pu. J'avais vraiment le symbole de vie à proprement parler. Je l'ai vu, mais je peux pas en parler parce que je n'ai vu qu'une photo, donc je sais pas si c'est vrai, si c'est faux. J'ai aucune information dessus. Donc, j'ai pris ici ceux uniquement dont j'avais des informations dessus. Le nom du fermier, si c'était apparu dans les journaux, beaucoup sont apparus dans le Daily Mail. Donc, j'ai beaucoup de sources par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ces 3 crops-là. Donc David,
un deuxième, je dirais, un deuxième symbole. Quel est-il, David, encore, là encore? Oui, un deuxième symbole qui est connu de tous, je pense, c'est le yin et le yang, qui est aussi connu sous le nom de Tai Chi, l'ultime suprême ou le grand art. Il représente le symbole des deux principes fondamentaux de la philosophie chinoise, complémentaires et représente les deux extrêmes. Il représente les deux extrêmes d'un tout qui coexiste ensemble, selon les principes taoïstes. Les forces de tout ce qui existe dans l'univers sont en mouvement constant. Alors que le mouvement se poursuit, chacune des formes se transforme progressivement en l'autre, du yin vers le yang et inversement. Le cercle extérieur représente le tout, c'est-à-dire l'univers et tout ce qu'il contient, qui renferme une dualité de tout ce qui existe, l'harmonie, l'équilibre au sein de l'univers. Les formes en noir et en blanc dans le cercle représentent l'interaction des deux énergies opposées, appelées yin, noir, et le yang, le blanc. Combinées, ces deux forces sont à l'origine de tout ce qui se produit dans notre monde. La forme en S, les sections noires et blanches du symbole symbolisent elles-mêmes le mouvement continuel des deux énergies. Les deux parties se partagent mutuellement l'espace, se complétant dans un cycle sans fin. La partie noire, le yin, représente le féminin, le passif, l'intuitif, le fantasme, la lune, l'obscurité, le froid, la soumission, la raideur, l'inertie, le mouvement descendant, la nuit, la faiblesse et l'immobilité, les rivières. La partie blanche, le yang, lui symbolise le masculin, actif, la logique, la compréhension spirituelle, le clair, le soleil, la lumière, la création, la domination, le mouvement vers l'eau, la vigueur, le chaud, l'expansion, la force, le mouvement et les montagnes. Oui, donc, excuse-moi de te couper, David, maintenant, mais je dirais le yin pardon, et le yang, finalement, c'est la dualité, c'est ce que tu nous dis là. C'est-à-dire, c'est le bien et le mal, quoi. C'est l'ombre et la lumière, par exemple. C'est ça, vraiment, le yin et le yang, hein, dans ce symbole et tout cet symbolisme, finalement, assez, je dirais, assez puissante quand même, c'est vrai. Hein. Extrêmement. Donc, oui, c'est l'interaction de tout ce qui agit dans l'univers qui a besoin de l'un, de l'autre pour fonctionner. Donc, ils sont là pour nous rappeler que dans l'univers comme dans la vie, rien n'est jamais absolu, soit tout noir, soit tout blanc. En effet, chacune des parties des forces opposées se trouve une petite partie de l'autre. En tout yin, il y a du yang, et en tout yang, il y a du yin. Cela est vrai pour tout dans l'univers. Par exemple, dans chaque femme, on peut trouver du masculin, et dans toute chose bonne, il se trouve un peu de mauvais. En somme, chaque chose a besoin de son contraire pour exister et a besoin de l'autre. Donc, cette symbolique est bien là pour nous rappeler l'essentiel de l'opposition des forces qui est nécessaire à la vie. Ce crop nous apprend donc, je pense, à revoir ce qui est indispensable dans le concept de vie et peut-être légitimise les actes à nos yeux destructeurs pour les moins naïfs d'entre nous. En effet, paraissant comme indispensable au bon fonctionnement de la vie, comme si sans eux, nous n'étions capables de rien. Donc voilà, celui-ci, il est apparu le 7 juillet 2007 à Stantonbury Hill, toujours en Angleterre, et le symbole qui lui était associé, évidemment, était bien le yin-yang. Donc voilà pour ce cercle. Donc j'ai une question tout d'abord à te poser, David. Finalement, le crop circle là qu'on voit qui est apparu, où tu viens de dire d'ailleurs, n'a été apparu qu'ici, ou il a été vu finalement ailleurs, il a été recomposé, reconstitué ailleurs dans les champs dans le monde, David, ou finalement ma question, est-ce que c'est le seul? En gros, il n'y en a qu'un du yin et du yang, ou il y en a plusieurs pour toi? Non, il y en a qu'un qui est représenté comme le yin-yang tel qu'on le connaît, mais sinon, dans bien d'autres représentations, il y est, mais soit il manque le cercle, soit il n'y est pas complet en tout cas. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué uniquement celui-ci, qui était le plus représentatif du yin-yang dans son bon fonctionnement. Mais sinon, il est représenté à pas mal de fois. Pas mal de fois, quoi. Le suivant est aussi très connu, tu vas voir, est repris par beaucoup de civilisations. Ce crop est très intéressant, c'est l'aigle royal. La symbolique est la suivante. Cet oiseau est le symbole de la justice, de l'être équilibré, qui est juste dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il perçoit. Il symbolise en grande partie la parfaite maîtrise de la force sexuelle et instructive. Il ne subsiste aucune inhibition
ni aucun refoulement. Lorsqu'on arrive à cela, on a acquis la parfaite maîtrise de soi. L'aigle est un archétype très puissant dans les conscients collectifs. C'est l'emblème des dirigeants, des grands initiés. Oui, les États-Unis s'en servent aussi d'ailleurs, hein. Tu parles de grands dirigeants, initiés, pourquoi pas. En tout cas, pour le système de propagande, les Américains sont fort initiés pour nous initier à leur mensonge. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, avec l'aigle. Et tu laisses sous-entendre aussi encore au début que l'aigle a une vertu aphrodisiaque. C'est ça, David? Absolument. C'est un symbole de virilité. Donc, c'est pour cette raison qu'il est utilisé comme symbole dans de nombreuses traditions et nations. Ces plumes sont souvent utilisées dans des rituels sacrés aussi. Il aide à prendre du recul pour analyser notre vie. Il offre l'objectivité et la clarté d'esprit nécessaires aux prises de décision et à la recherche des priorités. Il représente l'esprit, l'habilité de vivre dans le domaine de l'esprit tout en restant branché et équilibré dans le domaine terrestre. L'aigle apporte éveil et illumination. Il enseigne à regarder vers les hautes sphères, que votre cœur atteigne le soleil et que vous appreniez à aimer aussi bien l'ombre que la lumière. L'aigle incarne la force divine. Il peut aller très haut dans le ciel, plus haut que n'importe quel être vivant. Et il est aussi assimilé au grand esprit. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a le côté aussi, les chamans, donc indiens, c'est vrai, indiens d'Amérique, se servent évidemment de l'aigle pour pouvoir, je dirais, se transposer, se transporter aussi, je dirais, c'est quelque chose aussi qui peut permettre d'accéder à d'autres dimensions, apparemment. C'est ça, hein, le concept de l'aigle, apparemment, dans son… Pour élever son esprit, tout à fait. C'est ça, hein? Ouais, absolument. Non, mais c'est vrai que, excuse-moi de te reprendre, mais je trouve quand même… je dirais, un symbole extrêmement intéressant pour maintes et maintes raisons. C'est vrai que dans le code agroglyphe, quelque part, ça ne m'étonne pas que je dirais des crop circles ont été réalisés justement en réponse par rapport à ce symbole qui est porteur, hein, finalement. Tout à fait, oui. Tout à fait. Il est l'attribut, par exemple, de Zeus, de Jupiter et du Christ, l'emblème impérial de César et de Napoléon, tu vois. Donc, déjà, on revient déjà dans une civilisation. Dans les premières américaines, comme en Sibérie, au Japon et en Chine, comme en Afrique, chaman, prêtre et divin, aussi bien roi que chef de guerre, emprunte ses attributs pour participer à ses pouvoirs. Donc, on lui attribue même une énergie qui découle de ce symbole, tu vois. Donc, parmi les êtres… oui, Oui, pardon. Oui, je dirais, sans te couper, excuse-moi, je dirais finalement, oui, donc une énergie, vraiment un symbole énergétique, là, pour le coup. Pour le coup, oui, tout à fait. D'ailleurs, même Hitler l'a utilisé, hein, tu le sais bien aussi. Hein. Oui, malheureusement. C'est vrai qu'il y a souvent les symboles qui sont récupérés, je dirais, par oui, à des fins néfastes, c'est vrai. C'est vrai, oui. Parmi les êtres voleurs de la création, règne en ordre hiérarchique, au sommet duquel se trouvent naturellement les plus grands, les plus forts. Ces oiseaux ne se contentent pas de dominer les plus petits et les plus faibles, ils peuvent aussi les enlever du sol. Là où ils sont surpris, les êtres vivants ne peuvent pas compter sur la fuite pour leur échapper. Donc, tu peux pas, quand l'aigle est sur toi, tu peux pas lui échapper, tu vois. Leur biologie et leur comportement naturel les prédestinaient en grands oiseaux de proie. Les rapaces représentent le monde des dieux aux yeux des hommes. Quoi d'étonnant que l'aigle fût choisi comme symbole apparenté aux dieux. L'aigle, symbole initiatique, semble intérieur au récit antique, encore une fois, très très vieux symbole aussi, on y arrive là, et fut sans doute révélé par les premiers occupants d'origine atlante. Donc on l'attribue aux Atlantes. Nous retrouvons le symbolisme de l'aigle en Amérique, plus précisément au Mexique, où ses rapports avec le serpent sont apparents. Les anciens Égyptiens donnaient à leur roi des ornements représentant des vautours et des faucons à l'aspect quasiment héraldique, donc sous forme d'armoiries moyenâgeuses, on va dire. On les trouve dans les tombeaux royaux, suspendus à une chaîne, passés au cou, ou bien consistaient en des plaques pectorales fixées de différentes façons sur les défunts. Donc, ces oiseaux ont en commun de tenir dans leur serre aussi bien des pierres précieuses en forme circulaire, symbolisant aussi bien la terre que l'univers tout entier. Comme les Égyptiens, le peuple assyrien et de Chaldée représentaient le soleil
sous la forme d'un disque pourvu de deux ailes étendues, de deux grandes ailes d'aigle. Donc, l'héraldisme, c'est la description des armoiries faites dans un langage technique, le langage héraldique, ce que, pour définir le terme. Le caractère lunaire et bisexué de la force représentée par l'aigle a laissé en français une trace vivante, car si ce mot désigne simplement l'animal, il reprend le caractère masculin. Mais il reprend aussi le symbole de l'emblème ou bien d'étendard et il devient féminin. L'aigle fut l'un des premiers symboles figurant au sein des armoiries et des blasons. On le retrouve aussi bien en Bolivie qu'en Équateur, mais aussi en Autriche, en Allemagne, en Russie. Il est utilisé aussi comme meuble et prend souvent la forme bicéphale, en rappelant sa double force démiurgique. Chez les Aztèques, il y a encore à dire, il y a deux confréries guerrières, celle des chevaliers de l'aigle et celle du chevalier jaguar, proche du lion d'ailleurs, exprimant ainsi une dualité ciel-terre. Doté de la force solaire, l'aigle devient initiateur, le psychopompe entraînant l'âme du chaman vers les espaces invisibles. L'aigle royal est vraiment très important, car c'est celui qui a participé à la création du 4e soleil, figure-toi, dans la constitution de la Terre. Il correspond à la forme associée au Tinatotium, le soleil. Selon la Leyenda del Sol, donc une vieille légende amérindienne. Après le cataclysme qui ont détruit les précédents 3 soleils, l'univers était dans les ténèbres. Les dieux se réunirent alors afin de créer le soleil et la lune. Ils firent alors un feu qui dura 4 ans. L'un d'eux pensa qu'il faudrait se jeter dedans pour que ce feu se transforme en soleil. Alors, c'est difficile à prononcer, hein, donc soyez tolérants. Donc, c'est Tiku Stequalt qui se porta volontaire et un autre fut désigné d'office. Nanuatsin et Titustekal se jeta dans le feu et se transforma en soleil et l'autre se transforma en lune. Selon la légende invoquée, le soleil, une fois créé, ne pouvait pas s'avancer. Et une fois renseignement pris, il s'avérait qu'ils avaient besoin de sang, ce qui expliquera plus tard le sacrifice des Mayas. Pourquoi ils sacrifiaient les Mayas? Parce qu'ils pensaient que c'était important pour faire revenir le cycle du soleil chaque jour, en fait. Donc, oui, c'est ce qu'il dit, j'allais dire, dans l'histoire plus ou moins contemporaine de ce qu'on sait sur les Mayas. Après, ça reste encore un débat, hein, encore ouvert ici, David, c'est vrai. Mais donc on l'a bien compris ici, tout le symbolisme de l'aigle, hein, c'est vrai. Donc, tu le ramènes exactement, j'ai vraiment une question à te poser là, tout de suite maintenant, par rapport à ce signe, ce symbole, pardon, ou d'autres, hein, finalement. Tu vois quoi personnellement, toi? Quel est le rapport finalement entre ce symbole, par exemple, et le crop circle que tu vas nous présenter plus tard, qui lui est associé, évidemment? Qu'en fais-tu, toi, exactement comme rapport dans ton code agroglyphe? C'est ça que j'aimerais bien savoir maintenant. Eh bien que, justement, c'est un symbole qui nous apporte la force, qui apporte la force. Donc, c'est important de savoir. C'est justement ça qu'il y a dans crop circle et symbolisme et dans le code agroglyphe, c'est de savoir quel est le sens de ces crops et qu'est-ce que ça peut nous apporter à nous, en tant qu'humains, de les déchiffrer. Et ici, ce qui est important de voir et toute la portée déjà spirituelle qu'apporte le symbolisme de l'aigle, hein, c'est la hauteur, c'est celui qui va le plus haut, c'est celui qui domine tout, c'est celui qui surprend ses proies. Et toute la magie qui en découle, ça peut être tout à fait utile à savoir. Donc, oui, et en fait, donc j'ai bien compris, tu réponds à ma question. Tu réponds surtout aux auditeurs qui pouvaient se la poser aussi, quand même, quelque part. Il fallait la poser, c'est vrai. Et en même temps, donc, tu dis bien que donc, ces crop circles réalisés, avec forcément ces symboles, il n'y a pas de hasard, en fait. S'ils les ont créés à ce moment-là, alors, des humains, ou peut-être entre guillemets toujours, pourquoi que pas entre guillemets toujours, apparemment pour les crop circles non plus, là encore, en ufologie, c'est vrai, David, finalement, eh bien, vraiment un rapport, quoi. Vraiment un rapport, je dirais, assez puissant, un message
posé en tant que tel dans cette création d'un crop circle sur cet aigle, par exemple. Hein, quoi. C'est à nous, en fait, tu es en train de nous dire ici, c'est à nous finalement de reprendre tous ces symboles qui ont été créés par ces gens, je viens d'expliquer, hein, tous ces symboles pour reprendre les messages initiaux, en fait, pour les assimiler. C'est ça aussi. Donc, quelque part, il y a un degré de nous faire évoluer. C'est ça, hein, David, de prendre conscience, quoi. De se réapproprier, pardon, les symboles et leur symbolisme à travers les crop circles. C'est ça? Oui, et rétablir une certaine vérité par rapport à ceci aussi, parce que beaucoup ont été trompés et on ne sait pas vraiment quel est leur réel sens. D'accord. Donc oui, toute cette vérité, bien sûr. Oui, d'ailleurs, José, tu fais bien de le dire, car celui-ci est apparu en Angleterre, pour ne pas changer, dans le Wiltshire, le 25 juillet 2015. Et il y a eu d'autres aussi symboles comme ça qui sont apparus d'aigle, mais pas tout à fait sous la même forme que celui-ci. J'ai choisi celui-ci parce qu'il était particulièrement joli. Mais il y en a pas mal d'autres sous toutes ces formes, hein, vu que l'aigle est important. Mais chaque symbole important sont répétés quelquefois, en fait. Plusieurs fois, jusqu'à 10 fois, 13 fois, j'ai compté le symbole le plus important, d'ailleurs, qui a été représenté. Donc, David, le troisième symbole, je crois savoir que c'est, on dit le hibou. Tu vas nous parler du hibou ou de la chouette, c'est ça, David? Oui, de la chouette. Donc, la chouette, c'est un symbole ici que nous avons sur le crop circle qui est orné de symboles précolombiens ou de la Grèce antique. Donc, le symbole qu'on a trouvé associé au crop circle est sur une pièce de la Grèce antique où on voit le même symbole. Dans la mythologie grecque, a exploité le symbole sous deux aspects différents. Elle a d'abord été introduite dans la légende d'Athéna à la faveur de la chouette, qui chez Homère la désigne, donc désigne cette déesse, caractérisant la flamme perçante et claire de son regard. Il paraît probable, en effet, que le nom de chouette, en grec, glauques, s'explique lui-même par la notion générale de glaucos, c'est-à-dire par la lueur glauque dont étincelle le ciel, la mer, le feuillage de l'olivier, et dans l'ombre de la nuit, le regard d'une petite chouette, Athènes noctua, très répandue dans toute la Grèce, en particulier à Athènes, autour de l'acropole, justement. Un proverbe disait qu'il ne fallait pas apporter de chouette dans cette ville, car ça portait malheur. Dans la mythologie grecque, la chouette était l'animal sacré de la déesse Athéna et représentait le symbole de la sagesse et de l'intelligence. La chouette est représentée par Ascaphalos, le fils d'Acheron et de la nymphe de l'obscurité. Lors du rapt de Perséphone par Hadès, il prévient le dieu des enfers que la jeune fille a mangé 7 pépins d'une grenade, ce qui l'empêche de retourner définitivement auprès de sa mère, Déméter. Furieuse, cette dernière la transforme en hibou. Déméter la transforme alors en hibou et la place sous la protection d'Athéna. Chez les Aztèques, par exemple, il est l'animal des dieux des enfers avec l'araignée. Dans plusieurs codex, elle est représentée comme la gardienne de la maison obscure de la terre et est associée aux forces chtoniennes. Elle est aussi l'avatar de la nuit, de la pluie et des tempêtes. Le symbolisme associé à la fois à la mort et aux forces de l'inconscient lumineux terrestre qui commandent les eaux, la végétation et la croissance en général. Donc ça, tous les jardiniers sont bien au courant de cette histoire de croissance par rapport à la Lune. Au Japon, par exemple, les chouettes sont des symboles positifs ou négatifs selon leur espèce. Les chouettes effraies, par exemple, sont démoniaques. Les chouettes hulottes sont des messagères de Dieu. Donc l'apparition de ce crop nous annonce, comme c'est dit dans les 2 précédents volets, les catastrophes à venir, mais aussi il symbolise la positive de cette apparition. Donc toujours cette impression qu'on a le choix entre le bien et le mal,
et que l'avenir ici n'est pas vraiment déterminé. C'est ce que m'inspire la traduction de ce crop circle. D'accord. Donc voici, ce crop circle-ci est apparu encore une fois de plus en Angleterre, pas de surprise, à Woodbourg Hill, donc le 26 du 7 2016, il n'est pas très vieux d'ailleurs. Donc on peut bien remarquer dans le symbole, dans le crop circle qu'on voit ici, l'ornement qui représente la Grèce antique, ou bien les Aztèques nous ramènent encore, ce symbole nous ramène encore une fois de plus, comme je l'ai dit précédemment, aux anciennes civilisations, comme on peut le voir ici sur le crop, qui est d'ailleurs un très beau crop, très joliment réalisé. Donc pour conclure cette émission, j'ai choisi un dernier symbole qui est connu et méconnu de tous, j'ai envie de dire, car il est souvent très mal interprété, ce symbole. C'est encore un symbole qui est, on ne sait dater, qui date de... C'est impossible à dire, d'ailleurs, la date de création de ce symbole. Ah oui, on ne sait pas le dater, en fait, c'est ça, David. On ne sait pas le dater, non. Il y a plusieurs symboles que j'ai cités ici, dont on ne connaît pas vraiment la provenance, à vrai dire. La fleur de vie en fait partie aussi. Donc, pour introduire le sujet, j'avais envie aussi de parler d'un village qui est en France, qui est appelé le village de Montalieu-Versier, qui est aussi appelé la ville du démon. Et c'est appelé la ville du démon par hasard, c'est parce que il y a eu de nombreuses histoires, contes et légendes en tout genre au cœur de ce village, et des malheurs. Et quand on relie les points sur une carte du village où il y a eu les histoires, justement, et qu'on relie tous les points ensemble, ça dessine un pentacle, justement. Donc le pentacle représente beaucoup de choses. Il va être difficile d'en résumer le sujet, mais on va essayer de le faire ici. Son symbole qui est visible sur ces pièces de Grèce antique, faut bien regarder car la pièce est assez effacée, elle a 3000 ans cette pièce. Il y a une face avec Zeus et l'autre avec le pentacle. Le symbolisme est varié, on va voir la principale. À Babylone, par exemple, c'était un symbole de protection pour les marchands, mais aussi un symbole de puissance. Ainsi, on trouvait ce symbole sur les trônes et les bijoux des souverains babyloniens. Chez les anciens Égyptiens, par exemple, le pentagramme, c'était l'étoile d'Isis, qui symbolisait la terre-mère. On le trouve également dans certains tombeaux égyptiens dont le plafond est étoilé. Quelques traces subsistantes préfigurent ainsi dans les chambres voûtées du décor du ciel de la 5e dynastie dans la pyramide d'Ounas. Donc la pyramide d'Ounas, pour un peu situer, c'est comme la pyramide à degrés, là. Donc celle qui part, qui n'a pas la même inclinaison, tu vois. Et alors, chez les anciens Grecs, le pentagramme était aussi appelé penta alpha. Les 5 lettres alpha liées entre elles donnent le pentagramme. Pythagore et les pythagoriciens ont étudié ce symbole géométriquement. Il a un rapport avec le nombre d'or. Le pentagramme a d'ailleurs été choisi comme symbole de leur école. Ceux-ci ont trouvé la symbolique des 5 éléments dans le pentagramme. En effet, selon eux, le monde est composé de 5 éléments, comme on a vu aussi tout à l'heure dans la fleur de vie, eau, feu, terre, air et esprit. La nature a un côté divers à travers cette symbolique d'ailleurs. La raison pour laquelle le pentagramme est considéré comme un symbole magique est parce que ces 5 points représentent généralement les 4 éléments de la vie, plus l'esprit ou l'éther. L'invisible, ce qui se cache, est la source du pouvoir occulte. Pour cette raison, le pentagramme, tout d'abord représenté avec la pointe vers le haut, et c'est dans cette représentation-là qu'il est positif d'ailleurs, et que c'est l'esprit qui préside au-dessus des 4 autres éléments. Donc l'esprit régissant le monde de la matière, l'esprit au-dessus de l'homme. Dans le pentacle, le cercle entourant l'étoile à 5 branches symbolise l'univers, l'œuf cosmique.
celui qui représente symboliquement le germe contenant tout ce qu'il y a dans l'univers en puissance. Il symbolise le cyclisme de la nature, la possibilité de renaissance cyclique du monde. L'éclosion de l'œuf donne naissance à l'univers. Symboliquement, le pentacle représente le fait que l'homme se trouve dans le microcosme, petit monde à son échelle, au sein du macrocosme, l'univers considéré comme un tout. Il nous mène à la recherche de la spiritualité, de l'invisible, l'esprit au-delà de l'homme. Il était là bien avant et le gouverne. Lorsqu'il est inversé, en revanche, le pentacle représente toujours le microcosme au sein et le macrocosme, mais il appuie davantage la symbolique sur le fait que l'homme se place avant l'esprit. Il recherche la prédominance sur la matière que sur l'esprit, induisant la perte des mystères dans notre conquête du monde. Il ne sera plus tard que ce symbole sera pris en compte, donc le symbole négatif. La prédominance sera toujours le côté positif du symbole. Oui, effectivement, David, c'est vrai que longtemps, et d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, c'est vrai, j'ai toujours cru finalement que, comme beaucoup de gens d'ailleurs ici, c'est vrai, pour ceux qui vont l'apprendre avec toi en même temps, quelque part, que justement le pentacle était vraiment... bon, apparemment c'était le satanisme l'ont repris, c'est vrai, hein, je veux dire tout le côté démoniaque de la chose, bon voilà, mais apparemment non, hein, dans ce que tu nous dis là, je dirais dans la genèse du pentacle, c'était plutôt quelque chose de positif, hein, tu nous apprends là aussi. Hein. C'est après que ça a été détourné en fait à des fins, comme d'habitude, hein, c'est toujours détourné à des mauvaises fins apparemment. Hein. C'est vrai que c'est étonnant quand même. Oui, mais si il y a de toute façon l'origine positive, comme on vient de le dire, mais c'est aussi la position hein, qui est très importante ici. Si la pointe est vers le bas, il est négatif de toute manière. Hein. Oui, donc on retourne le pentacle hein, dans l'autre sens et en fait, oui, et ça devient négatif quoi. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours repris. La plupart des symboles sont repris à des fins négatives quoi. Malheureusement, quelque chose de positif, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Hein, c'est quelque chose à voir, à pencher dessus, hein, je pense. On ne sait pas pourquoi, mais ces symboles veulent être absolument, fondamentalement, et bien finalement détournés quoi, dans un but négatif, c'est ça. Hein. C'est parfaitement ça. Ben oui, José, c'est vrai que c'est toujours tourné à des fins négatives. Et donc, contrairement aux croyances populaires, ce symbole ne symbolise pas du tout le mal. Bien au contraire, tout le côté positif de l'être spirituel. Dans la représentation céréalière, le côté positif est en regard avec le mal et nous en petit. Donc, on le verra, vous le verrez par vous-même dans le symbole qu'on voit ici sur la photo. Donc, l'histoire de cette apparition du crop circle est assez intéressante. C'est du 5 août 2014 à Tetbury. Et alors, quand le fermier a vu l'attroupement qui arrivait dans son champ, il a crié sur les gens. Et quand il est arrivé dans le symbole, eh ben, il s'est calmé, figure-toi. Il a eu un effet. Le crop circle a eu un effet très apaisant sur le fermier. Et il a même laissé la presse et tous les gens qui étaient là dans son champ, œuvrer comme bon leur semblait. Et encore une autre anecdote intéressante, c'est que le fermier était en rupture avec sa petite copine et après avoir été dans le crop circle, s'est remis avec sa petite copine. Et voilà, quoi. C'était la petite anecdote pour terminer sur une note positive par rapport au pentagramme qui, je le répète ici, est tout à fait positif dans son ensemble. Donc, David, pour en conclure, je dirais sur symbolisme et crop circle numéro 2, finalement, y a-t-il dans tout ça une conclusion encore à nous donner, là encore, David? Oui, aussi on a tout le côté positif des crop circles et des messages qui lui sont associés. On a vu notamment avec la fleur de vie, tout le côté universel et le message, la puissance du message qu'il y a en celui-ci.
Rappelez-vous aussi quand j'ai été dans le crop circle à Montmal, de l'énergie positive que j'y avais ressentie à l'époque, que j'ai bien décrit dans la première vidéo. Oui, d'ailleurs, je t'avais repris à ce moment-là, David, en te disant que finalement, euh, euh, il y a beaucoup de personnes qui disent que quand ils se retrouvent dans un crop circle, eh bien, soit ils avaient des vomissements, des malaises, ils se sentaient mal. Et finalement, bon, de ton côté, toi, on se répète que tu l'avais déjà dit, mais apparemment, non, hein, apparemment non, puisque même les crop circles que tu viens de nous exposer et leur symbolisme surtout sont plutôt positifs, là encore, David. Donc oui, il y a tout le côté positif qui est retrouvé, bien entendu, dans tous les gens qui ont pu, et j'en fais moi-même partie, qui ont pu se rendre sur les lieux de crop circle. Hein, il y a toute l'énergie positive qui en ressort. Il y a aussi l'effet guérison. Hein, il y a plusieurs personnes en ont Oui, donc guéri, tu confirmes, David, de ton côté. bien entendu, bien entendu. Il y a même des gens qui ont été guéris, ne fût-ce qu'avec le dessin d'un crop circle qui est reconnu positif pour don de guérison, hein, parce que certains symboles aussi les attribuent à certains attributs, dont la guérison. Oui, alors à ce moment-là, j'allais dire dans ce que tu dis, David, excuse-moi, finalement, tu dis que ces gens ont été guéris par rapport à un dessin donc d'un crop circle qui a été réalisé. Mais sachant que maintenant, et tu nous l'as exposé d'ailleurs encore aujourd'hui, sachant que ces dessins de crop circle sont déjà avant tout des symboles, et des symboles assez forts, puisque comme tu l'as dit dans les premiers symboles exposés, comme la fleur de vie, pardon, ou d'autres, hein, ce sont des symboles aussi qui dégagent de la positivité, qui dégagent une forme de lumière, je dirais, positive. Alors, de là à le ramener au crop circle, non, il faut justement faire la différence, c'est ça, David. C'est pas le crop circle qui les a guéris, c'est le symbole qui avait été créé en réponse, je veux dire. C'est simple, en fait, quelque part, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça, bien sûr. Bien sûr, tu mets bien le doigt sur. C'est carrément ça. Je l'aurais pas dit mieux. Oui, et donc, qu'est-ce que tu penses de toi, justement, on va aller un petit peu plus loin, j'en profite que tu es à côté de moi pour te poser quelques questions en allant plus loin là-dessus, justement, David. Alors, c'est plutôt, alors les gens vont me dire, mais t'aimes bien, José, tu aimes bien les ressentis des gens? Oui, moi, le ressenti, c'est quelque chose qui, dans ma vie, on peut appeler ça le feeling aussi, ça compte pour moi. Alors, une question sur ton ressenti, qu'est-ce que tu en penses, David? Eh bien, qu'est-ce que tu penses, toi, finalement, que des gens finalement se servent, on peut appeler ça aussi un petit peu des charlatans quelque part, hein, se servent des gens justement en recherche de spiritualité par rapport au crop circle, et savant bien que dans ces crop circles, on va y retrouver tout le côté positif, ça tu l'as expliqué, c'est vrai, et donc ces gens-là organisent, je dirais, on pourrait appeler ça des safaris, hein. C'est une bêtise, hein, parce qu'on ne va pas à la chasse, mais bon, je veux Oui, dire, tu vois ce que je veux dire, David? Et c'est vrai que donc on organise, je dirais, on monte dans un bus, on part en avion et voilà avec un guide touristique, pardon. Et ce guide, bon, évidemment, s'en fout plein les fouilles. Donc toi qui fais ça, et comme moi d'ailleurs, c'est vrai, où on ne gagne pas d'argent du tout, mais alors pas du tout, hein, faut le dire aussi ça, on ne gagne pas d'argent, hein, c'est tout. Et donc ces gens-là qui ont pignon sur rue gagnent de l'argent, gagnent vraiment beaucoup d'argent. Alors c'est quoi ton ressenti? Tu les traites comme moi de charlatanisme aussi, là? Ou pas? ben, c'est un peu, oui, parce que paradoxalement, tous ces symboles où il y a de l'amour, de la positivité, des choses gratuites finalement, hein, des choses qui sont là et qu'il ne suffit qu'à interpréter et qui sont là pour nous guider, qu'il y ait des gens qui se servent de justement tous ces messages positifs pour justement s'enrichir, c'est vrai que c'est un peu le paradoxe de la spiritualité, je vais dire, parce que j'ai un peu remarqué, entre guillemets, que tous les gens qui se disent spirituels, quand tu vois entre les cours de yoga, entre les achats de ceci, entre les achats de cela, pour leur ramener à leur spiritualité, en réalité, hein, tu sais, c'est des gens qui ont beaucoup de décorations chez eux aussi, etc., qui ramènent justement à tout. Ce sont toutes des choses qui finalement s'achètent. Et je me demande si ces gens-là, au final, n'ont pas un gros budget, entre guillemets, spiritualité. Oui, Pour... alors après, oui, bon, bref, oui, tu as le droit de le penser, évidemment, c'est vrai, toi qui bosses sur les crop circles, mais franchement, David, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que personnellement, moi étant ufologue, c'est vrai, je veux dire, j'aime pas le proclamer, mais voilà. Mais là, c'est vrai que
moi, depuis tout petit, je veux dire, j'achète, je lis des bouquins sur l'ufologie, donc sur des ovnis, sur les ovnis et tout ça. C'est vrai. Mais bon, ça se compte pas. Je veux dire, moi, avant tout, c'était une passion, c'est vrai. Hein, c'est vrai, ça démarre souvent d'une passion, sûrement comme toi, comme beaucoup de gens. Bon, après, de là à leur dire, je veux dire, tu donnes ça pour avoir ça, c'est pas grave. Si quelque part, ça leur apporte aussi un côté positif et tout. Tu es d'accord avec moi, David? C'est pas dérangeant. Moi, ça ne me dérange pas. Tu vois. Par contre, ce qui me dérange, je suis d'accord avec toi, c'est de surfer sur la vague New Age. Là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, on vient de le dire, il y a toute une demande de spiritualité, des choses comme ça. Quelque part, alors si on serait des menteurs ou si je serais un menteur dans mes émissions ou ce que je fais, quelque part, je pourrais vous broder à toi, David, ou d'autres qui vont arriver, ou d'autres qu'on connaît, des chroniqueurs aussi sur IBTV, hein, en briefant les gens, en disant partez dans la spiritualité, c'est ce qui est demandé, tout ça. Non, pas du tout. On fait vraiment, on expose vraiment nos travaux, ce qui nous tient à cœur. On ne surfe pas sur une vague, on n'est pas de tendance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout. C'est important de le dire ça aussi. On essaye de partager avec vous, avec notre âme et conscience, sans hypocrisie, sans rien y gagner, si ce n'est que pour le citoyen, j'allais dire, pour la population, une bonne partie, pardon, de la population, passer finalement pour des abrutis ou je passe encore les superlatifs pour le coup. Mais c'est pas grave, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Aucune croyance ici. Aucune croyance, que des faits exposés, des travaux réalisés par certains comme toi, comme moi, comme d'autres, David. C'est vrai. Bon, après, je ne me fais pas l'avocat du diable ou quoi que ce soit, du tout. Au contraire, pour que les gens me comprennent bien et essaient de te comprendre aussi dans ce que tu fais, David. C'est vrai. Voilà. Mais j'insiste sur le fait, et c'est vrai, que moi je trouve vraiment mais déplorable de demander de l'argent, alors que on se dit, chercheur de vérité, dans un but de partage, et finalement, on y apprend, que il faut donner la monnaie, quoi. Il faut passer à la caisse à la fin, quoi. Et c'est ça qui est dommage, quoi. Ici, jamais vous ne passerez à la caisse, jamais, jamais. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, hein, tout est pris en considération, hein, d'accord ou pas d'accord, on est là pour en débattre, je dirais avec des critiques forcément constructives, mais pas des critiques juste pour dire bon, David c'est un connard ou José c'est un rigolo, c'est n'importe quoi. Constructif, par contre, on va y répondre bien gentiment, il n'y a pas de souci, voilà. Mais donc que ce soit, j'allais dire, pour en clore avec ce débat, pardon David, que ce soit avec donc les crop circles, moi en ufologie, d'autres un peu, je dirais, avec le côté fantomatique, ou autre chose hein, d'ailleurs. Hein. Il y a toujours, c'est comme partout, comme tu nous l'as expliqué ici avec le yin et le yang, il y a les deux faces. Il y a la face où les gens sont incompris la plupart du temps et ils essayent de vous démontrer honnêtement ce qu'ils font, ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à vous montrer. Et ceux-là sont en généralement moins bien perçus que par, je dirais, les menteurs. Parce que eux, ce sont des menteurs. Ils sont là pour vous prendre de l'argent. Donc, c'est forcément des menteurs. Donc, David, je te remercie de nous avoir réexposé pour la troisième fois donc, le troisième volet de ton code agroglyphe. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques internautes à me dire, mais à m'écrire en me disant que José, pourquoi David je dirais, a pris le pseudonyme de code agroglyphe dans ses travaux et non pas de codex agroglyphe. Alors, est-ce que tu peux y répondre, David, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Tout simplement parce que le codex est repris déjà tout en premier par notre ami Guillaume, qui parle de codex sumérien, je pense. Et le codex repris était déjà non utilisé et connu. Le code agroglyphe sonnait mieux à l'oreille pour l'émission ici. Je trouvais que c'était tout à fait approprié par rapport aux émissions. Et voilà, tout simplement. D'accord. Et en même temps, je finirai par dire code ou codex, ça veut dire la même chose. Oui, en plus. Donc voilà. Donc je te remercie pour tout ça, David, et on se revoit très bientôt pour la suite, évidemment, de ton code agroglyphe. Et je voulais terminer une fois, mais pas coutume encore. Alors là, je vais pas vous montrer un livre, une édition de quelqu'un que j'affectionne pour le coup. J'avais envie de souligner et de remercier
devant vous ici, qui nous écoutez, Monsieur Marc Rimbaud, pour ceux qui connaissent. Voilà. Marc Rimbaud est d'ailleurs un groupe ufologique, notamment, qui s'appelle OVNI en France, la vérité. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup dans ses travaux, et dans ses travaux surtout de recherche et surtout de partage. Vraiment, c'est un homme partageur que j'ai eu la chance de plus ou moins côtoyer, pardon, depuis quelques temps. Et c'est vrai que je voulais lui tirer, on voit sa photo, un petit coup de chapeau et longue vie à son groupe Facebook et à ses travaux. Donc, David, pour tout ça, à très bientôt et au revoir, David. Au revoir et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup.